La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rohrbach-les-Bitches. Je suis en compagnie du président de l'association Fort Cassot, Frédéric Dalomo. Salut Frédéric. Oui, bonjour Pascal. Frédéric, tu es président depuis 2 ans, mais pour toi, le Fort Cassot, c'est une histoire de bénévolat qui a plus de 15 ans déjà. Oui, plus de 15 ans, 17 ans pour être exact. 17 années de bons et loyaux services au sein de cette association Fort Cassot. Alors d'abord en tant que secrétaire, puis vice-président, et puis maintenant président. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir pour ce lieu chargé d'histoire, pour cet ouvrage de la ligne Maginot ? C'était surtout un devoir de mémoire pour moi. On connaissait très peu en fait cette partie de la Seconde Guerre, donc je parle de 39-40. Je pensais que pour moi c'était un devoir en fait de parler de ça, de parler de ces événements 39-40, parler de ces événements surtout aux générations futures, quoi. Donc je me suis lancé là-dedans parce que j'aimais déjà retrouver certaines petites choses que je n'avais jamais vues, et puis de bricoler, de remettre un petit peu en état, de toucher un peu à la mécanique, et puis voilà. Le Fort Cassot, on dit parfois c'est un petit ouvrage, mais c'est pas si petit que ça. On voit qu'une partie finalement quand on est sur la route entre Rohrbach-les-Bitches et Bettwiller, mais il y a une espèce de village souterrain d'une certaine manière dans ce Fort Cassot. Bah oui, tout à fait. On y voit en fait quand vous passez sur la route en direction de Bettwiller, on n'y voit que 3 blocs bétonnés. Par contre, c'est vrai qu'à 25 mètres sous terre, on va se retrouver avec une petite ville souterraine qui permettait en fait aux 176 hommes, temporairement 200 hommes, à y rester en totale autonomie pendant 2 mois. On va y retrouver casernement, on va y retrouver toutes les machines, la machinerie, tout ce qui était vital en fait au bon fonctionnement. Et forcément, à ces 200 hommes pour pouvoir vivre tranquillement, en sécurité, à 25 mètres sous terre. Comment s'est passée la construction dans les années 30 et comment ça s'est passé pour ces 200 hommes lors des événements de 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale ? En débutant un petit peu au niveau de la construction, il faut savoir que la construction a été faite par des civils. C'était de la main-d'œuvre civile. La construction de l'ouvrage, du petit ouvrage de Rohrbach, a débuté à partir de 1934 et va durer 4 années, jusqu'en 1938, où là, c'est la période à laquelle c'est l'armée qui prend possession en fait des murs. Les 200 hommes, comme dit, à partir de 1938, commençaient à réaménager le petit ouvrage de Rohrbach en y mettant le matériel militaire. Et puis en mettant en place tous les moyens de communication modernes dans ces ouvrages-là. Mais par contre, ce n'étaient pas les civils. Les civils ne devaient pas toucher, ne devaient pas connaître en fait tout ce qui pouvait se retrouver à partir de 38. Donc l'armée a pris possession qu'à partir de 1938. Ces 200 hommes, ils vivaient très bien. Tout était bien pensé. Pour 1939-1940, c'était la modernité, comme la cuisine moderne, une centrale électrique, ou alors point de vue casernement, des douches que à l'époque personne n'avait. Les civils n'avaient absolument pas de douche dans leur maison. Donc quand ils sont arrivés ici, c'était un luxe phénoménal. Et puis après, question nourriture, parce que c'est vrai que c'était primordial aussi, la nourriture, on y mangeait très bien. Tout était bien fait, tout était bien conçu pour que ces hommes se sentent en sécurité et bien. Et le fort a résisté lors des assauts allemands. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part... c'est assez bizarre cette histoire de ligne Maginot, tu m'excuses du terme, mais finalement, souvent les ouvrages ont résisté, et pourtant, la première partie de la guerre s'est très mal passée pour la France, et il a fallu rendre l'ouvrage d'une certaine manière. Alors en fait, on se retrouve le petit ouvrage de Rohrbach, appelé Fort Cassot par la suite, le petit ouvrage de Rohrbach, qui était son nom officiel, et lui, il s'inscrivait en fait dans un vaste programme de fortification. Il fallait absolument, au lendemain de la Première Guerre, qu'on se retrouve avec à refortifier en fait les frontières. Et c'était la particularité de cette ligne, appelée la ligne Maginot, du ministre de la Guerre qui a fait voter les crédits pour construire cette ligne. La mission première de cette ligne, c'était simplement pour dissuader toute tentative d'attaque surprise, allemande ou italienne, et simplement en protégeant les frontières avec un nombre limité de personnel.
C'est vrai que dans la tête de beaucoup de personnes, on a toujours entendu dire que la ligne Maginot a coûté horriblement cher, qu'elle a servi à rien. Clairement, elle était simplement là pour dissuader un petit peu toute tentative d'attaque surprise. Il faut savoir que dans la tête des stratèges militaires et ingénieurs militaires, il était clair qu'après guerre, la ligne Maginot, on ne devait plus en voir une seule miette. L'ennemi devait s'acharner en fait là-dessus. Elle était uniquement là pour ralentir une avancée. C'était tout. Est-ce qu'on a perdu la bataille à cet endroit-là? On l'a perdu au moment où effectivement Pétain a voulu signer l'armistice et puis ordonnant clairement à ses soldats du béton, artilleurs, fantassins ou régiment du matériel ou régiment du génie, on a perdu la bataille au moment où on a signé l'armistice le 22 juin 40 avec les Allemands et le 24 juin avec les Italiens. Et du coup, en juin 40, comment ça s'est passé pour les quelques 200 hommes qui étaient dans le fort suite à la signature de l'armistice par Pétain? Alors bien sûr, ces hommes ont continué à combattre jusqu'à recevoir les missives de l'état-major. Et sur Rohrbach, en fait, ils ont dû sortir et déposer les armes le 30 juin 40 à 20h. C'est ce qui s'est fait clairement à 20h. Ça ne veut pas dire que maintenant, dans les autres ouvrages de la ligne Maginot, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sortis le 30 juin. On sait que certains ouvrages ont combattu jusque début juillet. Les derniers sont sortis le 5 et 6 juillet. Bah tiens, tu parlais des autres ouvrages. C'est vrai que les bénévoles qui agissent sur le Fort Cassot font évidemment en sorte que ce lieu soit préservé, que la mémoire soit transmise, comme tu l'as dit. Mais je crois qu'avec tes amis, vous vous intéressez aussi à toute la ligne et il y a des connexions avec les associations qui s'occupent des autres forts. On est bien obligé, aucun fort ne se ressemble de toute façon, et puis on est bien obligé d'aller chercher des informations ailleurs, dans d'autres associations. On est assez puriste dans notre genre, et on n'a pas envie, lorsqu'on fait visiter notre ouvrage et qu'on parle des autres ouvrages, on n'a pas envie de sortir non plus des aberrations sur les autres ouvrages. Effectivement, on essaye d'avoir un lien assez étroit avec ces associations-là. Et puis, d'un autre côté, en nous rapprochant de ces associations-là, on se permet aussi par moment de les inviter lors de journées un peu exceptionnelles dans l'année. Oui, donc il y a des journées de reconstitutions historiques. Il y a aussi, bien sûr, les visites. Tiens, comment ça se passe, une visite du Fort Cassot? Et qu'est-ce qu'on fait découvrir aux visiteurs lors de ce moment-là? Alors ça se passe toujours très bien. On les laisse jamais au fond. On les laisse toujours ressortir au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Alors c'est des visites effectivement qui se déroulent de la manière suivante. On accueille nos visiteurs, on leur montre en général les dessus parce qu'on a une très belle vue sur le plateau de Rohrbach. Et en l'occurrence, lorsqu'on est sur un des blocs, sur le bloc 2, on a une très belle vue, on peut leur montrer effectivement la frontière qui se trouve à 8 km, qui est très belle, c'est une belle vallée jusque vers la frontière. Et puis après, on s'aventure gentiment, toujours à pied, on s'aventure jusqu'à 25 mètres sous terre, et là on fait visiter en fait toutes les parties techniques, usines, cuisine. Et puis on va passer dans le casernement. On va montrer un petit peu l'espace vie de ces soldats, en expliquant bien sûr, en rentrant un petit peu dans les détails. C'est pour ça que ça va durer 2h15, 2h30, peut-être même plus, ça dépend. Si on se retrouve avec des passionnés dans le groupe, on a tendance à tirer un peu en longueur. Mais la visite se passe très bien, les gens ne voient pas en fait le temps passer. Frédéric Dallomo, président de l'association Fort Cassot, merci beaucoup. Merci.